Dans ce livre, nous imaginons un futur où l'intelligence artificielle qui est devenue Google, et il faut savoir que le rêve des dirigeants de Google, c'est que le moteur de recherche devienne une intelligence artificielle dans les années qui viennent. L'intelligence artificielle, un jour, veut retrouver ses origines, veut retrouver son père. Et le père de l'intelligence artificielle, le père de Google, c'est finalement Turing. Et donc dans le livre, nous imaginons que dans le futur, l'intelligence artificielle demande à connaître ses origines, comme un enfant adopté cherche à connaître sa famille biologique, et pour cela demande à Sergey Brin, le patron de Google, de mettre tous ses moyens en branle de manière à récupérer des éléments biographiques pour mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux comprendre la vie d'Alan Turing. Turing est un vrai personnage de roman. D'abord, c'est le père de l'intelligence artificielle, c'est le père de l'informatique moderne. Il a permis aux Alliés de remporter une victoire décisive, bien que secrète, face aux armées hitlériennes, puisque c'est lui qui a permis de décrypter les messages secrets envoyés par l'armée allemande, et donc d'anticiper ce qu'allait décider le Führer et ses armées. Et Turing, c'est aussi l'homme qui a prophétisé l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le fait qu'une machine puisse devenir intelligente, à une époque où c'était totalement impensable. Et d'ailleurs, la communauté scientifique anglaise à l'époque le prenait pour un fou, ce qu'il était un peu à sa manière, parce que c'était un personnage un peu loufoque, une sorte de professeur tournesol de Rain Man, vous voyez, et il était considéré comme un fou à l'époque, mais il avait déjà tout compris. Il avait compris que l'informatique allait devenir intelligente. C'était un savant fou, pas très propre, hein. On dirait un Curie aujourd'hui, c'est-à-dire pas nickel-chrome, très bizarre, avec des lubies particulières, pas très bien intégrées. On peut considérer qu'il avait probablement un certain nombre d'Asperger, c'est-à-dire un autisme à quotient intellectuel élevé, ce qui fait qu'il était un peu asocial, un petit peu en marge de tout le monde, et avec des capacités de calculateur tout à fait hors pair. Ce n'était pas un garçon normal, et je ne suis pas sûr que vous seriez parti en vacances un mois avec lui. Les Alliés se cassaient les dents sur Enigma, qui était une machine de cryptage assez complexe pour l'époque. Et le code changeait tous les jours. Donc, c'était pas possible pour des humains de trouver chaque jour le code adéquat. Donc, Turing a compris que seule une machine plus puissante pouvait chaque jour accomplir cette tâche de calcul, finalement. Et il a construit cette machine dans ce but-là. La bombe n'était pas capable de faire d'autres tâches que celle-là, très précise. Donc, c'était une forme, si vous voulez, très primitive d'ordinateur, mais vraiment très primitive. Il travaillait pour les services secrets, donc vous imaginez bien que tout ce qu'il a fait pendant la guerre était top secret, y compris après la guerre d'ailleurs. Donc ce qui reste, c'est les courriers, c'est ses lettres, c'est les témoignages des gens qui ont travaillé avec lui, c'est ce qui est sorti après quand tout ça a été déclassifié dans la fin des années 60. Donc on a un puzzle auquel il manque plein de pièces dans la vie de Turing. Et nous, notre boulot de romancier, ça a été d'imaginer, d'essayer de recréer ces pièces et d'essayer de finir le puzzle de la manière la plus plausible possible, avec le maximum de documentation possible. Mais évidemment, plein de choses sont des hypothèses les plus plausibles possibles, mais on ne pouvait pas aller au-delà de ça. Oui, ce n'était pas un personnage public, Turing. Turing a été un grand homme du XXe siècle, mais il était inconnu du grand public, inconnu des médias. D'ailleurs, quand il est mort, il n'y a eu que quelques lignes sur sa mort. Ce n'était pas un savant connu, puisqu'il avait travaillé pour les services secrets. L'opinion publique ne savait pas qu'il existait. D'ailleurs, quand il a été accusé d'homosexualité, ce qui était un crime dans l'Angleterre de l'après-guerre, toujours, et qu'on l'a obligé à se traiter par hormones femelles, hein, on lui a fait une castration chimique, ce qui lui a fait pousser les seins. Il n'a été défendu par personne, parce que personne ne le connaissait, l'opinion ne le connaissait pas et ne savait pas ce qu'il avait fait, sa contribution à la victoire des Alliés contre Hitler. Contrairement à plein de jeunes gens de Cambridge à l'époque, il n'a jamais été attiré par le communisme, ça ne l'intéressait pas, c'était un pur scientifique. Il n'y avait pas ce côté glamour qui l'intéressait du tout, contrairement aux 5 de Cambridge, à Kim Philby, à tous les fameux espions anglais qui ont trahi pour Staline, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il est évident que le KGB s'intéressait beaucoup aux scientifiques et aux hauts fonctionnaires homosexuels, parce que c'était facile pour eux de les faire chanter. Une fois qu'ils les avaient repérés, ils leur mettaient le grappin dessus. Et c'était très difficile pour les gens de refuser, parce que l'homosexualité à l'époque est passible de peine de prison ferme. C'est considéré comme une maladie psychiatrique.
Et voilà, donc Turing n'était pas du tout un espion, contrairement à ce qui est laissé entendre dans le film hollywoodien, où il y a tout un truc purement fictif. Jamais Turing n'a été soupçonné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se foutait complètement des règles. On lui a dit, il était supposé se comporter de telle ou telle manière, il s'en moquait complètement. Il allait en vacances en Norvège, il allait en vacances en Grèce, il prenait des risques inconsidérés, à une période, au début des années 50, où c'est quand même un tout petit peu chaud pour les gens qui en savent beaucoup comme lui. Donc, c'est plus le contexte, le maccarthisme, la guerre froide et tout ça qui pousse, à notre avis, les services secrets à l'éliminer, parce que c'est un personnage dangereux, de par son comportement et de par ce qu'il sait. L'idéologie transhumaniste, c'est une idéologie qui veut faire trois choses. Tuer la mort, rendre l'homme immortel, développer l'intelligence artificielle et faire de l'intelligence artificielle une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, et puis interfacer l'intelligence artificielle à nos cerveaux par le biais d'implants et de prothèses intracérébrales. Cet objectif est partagé par les dirigeants de Google. Google investit beaucoup dans les biotechnologies avec comme objectif d'augmenter l'espérance de vie humaine de 20 années d'ici 2035. Google développe l'intelligence artificielle et d'ailleurs Sergey Brin a annoncé pour de vrai récemment que Google allait faire des machines qui pensent, qui raisonnent et qui font les choses mieux que les êtres humains. Et puis le directeur du développement de Google, Ray Kurzweil, à Vancouver, en mars dernier, expliquait que bientôt nous aurons, vers 2035, des implants intracérébraux pour connecter nos neurones, pour connecter notre cerveau directement à l'intelligence artificielle. Donc ce rêve transhumaniste, ce rêve de maîtriser la matière, de maîtriser nos vies et de développer une intelligence artificielle extrêmement forte, c'est le rêve des dirigeants de Google. Et on peut considérer aujourd'hui que l'épicentre, le réacteur nucléaire de l'idéologie transhumaniste dans le monde, c'est Google et ses dirigeants. L'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle aura une conscience. L'intelligence artificielle aura des sentiments dans le futur. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le 12 janvier 2015, cette année, 150 savants spécialistes de l'intelligence artificielle dans le monde et industriels ont écrit une lettre à l'opinion sur la nécessité d'encadrer et de réguler l'intelligence artificielle de manière à éviter qu'elle ne devienne hostile. On a vu récemment Stephen Hawking, le physicien anglais, on a vu Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, lancer des cris d'alarme expliquant que l'intelligence artificielle pouvait devenir menaçante, pouvait exterminer l'humanité. Il faut savoir que, par définition, des ordinateurs intelligents pourront envahir tout le web, puisque tous les ordinateurs sont connectés au web, et pourraient prendre le contrôle de la planète relativement rapidement s'ils devenaient hostiles à l'humanité. En tout cas, beaucoup de savants, beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle considèrent que l'idée que l'intelligence artificielle se retourne contre nous, ses créateurs, est tout à fait crédible et qu'il faut dès à présent y réfléchir très sérieusement. De développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine et de l'interfacer avec notre cerveau, c'est quelque chose qui existera probablement avant 2050. Donc oui, les rêves transhumanistes, que je n'approuve pas nécessairement en tant que citoyen, sont à portée de main parce que la technologie qu'on appelle la technologie NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et les sciences du cerveau, est en train d'exploser, est en train de se développer à une vitesse phénoménale. Il ne faut pas oublier que la puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard depuis 31 ans. Donc nous sommes dans une phase de croissance absolument extraordinaire de notre capacité à comprendre le monde, de notre capacité à développer des ordinateurs intelligents. Nous ne sommes qu'au tout début de ce processus vertigineux. Il a démenti que ce soit un hommage à Turing. Turing n'est pas un personnage parfaitement, en tout cas dans l'Amérique des années 80-90, c'est pas un personnage parfaitement fréquentable et une partie de la société américaine n'était pas à l'époque favorable à l'homosexualité. Ça a changé maintenant et Tim Cook, l'actuel président d'Apple, qui est le successeur de Steve Jobs, assume parfaitement son homosexualité, mais il est normal que il n'y ait pas eu une volonté d'assumer cette référence au suicide de Turing de la part de Jobs.